Le jour se lève sur l'hôpital Robert Debré à Paris. C'est la fin de l'hiver. Une épidémie de gastro a touché beaucoup d'enfants. Le virus a fait des ravages cette année. 2 enfants viennent d'en mourir dans cet hôpital. Ils sont arrivés trop déshydratés. La petite Angel est en observation aux urgences. Elle est épuisée, elle n'arrête pas de vomir. Elle a perdu beaucoup de poids, trop pour un bébé de 6 mois. Ce matin, son état est très préoccupant. Le service est en alerte. La petite fille ne bouge plus, ses membres sont raides, ses yeux fixes. Quelque chose ne va pas. Il faut vite appeler un médecin. Un médecin d'urgence. Luigi, tu peux venir tout de suite pour la petite Angel. On la trouve vraiment pas bien, elle réagit plus, elle a les yeux complètement retournés. Merci. Luigi, le médecin des urgences, était en consultation. 30 secondes plus tard, il est déjà là. Un simple regard au bébé. Tout de suite, il semble inquiet. Désormais, chaque minute compte. Tu peux refaire un Yono, s'il te plaît? Vite fait. We try to have a CT scan of the head, OK? Angel ne répond plus du tout. Elle n'a plus de réflexe. Quelque chose dans son cerveau semble dérailler. C'est grave. Donc là, ça dépend un peu qu'est-ce qu'on trouvera au scanner. Déjà, ça me donne une idée. L'idéal, ça serait d'avoir une IRM, donc je vais appeler. Tu veux un gaz du sang? Non, je pense que c'est ça. Donc on va voir d'abord si on peut avoir l'IRM. Soudain, une sonnerie. Celle du déchocage. Toutes les équipes disponibles doivent prêter main forte. On va voir si c'est la même. Faites des satures, vous faites un peu d'oxygène. C'est laquelle? La petite Angel, là. Ah non, c'est la mienne. Angel s'enfonce. 0,5. Elle pèse combien? Lui a descendu petit à petit. 7 kilos ce matin. 7 kilos comme ça. 7, ouais. 7 kilos. Sa mère est emmenée loin de la chambre. Son corps bat vite en fait, il se remballe. L'état d'Angel se dégrade. Oui, c'est obligé toujours à l'appareil. Elle convulse. Donc, si vraiment on pourrait faire l'IRM rapidement, ça serait pas mal. Luigi garde son calme, mais la situation est très tendue. Soudain, un miracle. Angel ouvre les yeux. Là, elle a arrêté de convulser. Donc, elle est en phase qu'on appelle post-critique, c'est-à-dire le cerveau se repose après avoir fait une crise. Et bon, elle reste toujours d'un côté déficitaire. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il faut la monter au scanner pour savoir. Angel passe en priorité, c'est une urgence vitale. L'examen dure une demi-heure. Tout le monde scrute le cerveau. Mais que s'est-il passé? Un accident vasculaire cérébral? À première vue, pourtant, rien d'anormal. 1 heure plus tard, la petite s'agite, pleure, c'est bon signe. Mais personne ne sait ce qui lui est arrivé. Angel est restée 10 jours à l'hôpital. Sa crise demeure un mystère. Pendant 4 mois, nous avons installé notre caméra aux urgences pédiatriques de Robert Debré à Paris. 80 000 enfants passent ici tous les ans. 300 en moyenne sont vus chaque jour. Nous avons suivi le professeur Mercier, le patron du service. Il n'est pas enfermé dans un bureau feutré, mais toute la journée, il court, consulte et rêve d'une médecine plus humaine. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, non-stop. Alix, l'infirmière engagée qui bouscule les clichés, sans langue de bois. On perd, entre guillemets, pas mal de temps sur des choses qui sont pas graves. Comme il y a beaucoup de passages, on aimerait pouvoir avoir plus de temps avec les patients. Mahmoud, l'urgentiste increvable qui ne connaît pas les 35 heures. Ça me stresse énormément. Mais en même temps, si on a les résultats qui sont positifs dans la journée, il y a beaucoup de choses qui finissent très bien. Et ça nous aide à compenser un petit peu le stress. Arnaud Bonnard, le chirurgien atypique qui opère en musique et parle vrai avec les enfants. Quand ils ont envie de savoir quelque chose, ils le demandent, quoi. Parce que je vais mourir, des fois. Ils vous demandent. Nous avons scruté derrière leurs blouses blanches. Ces professionnels de la santé nous ont parlé de leur stress, de l'hôpital qui va parfois mal. Ils nous ont fait partager leurs petits plaisirs, leurs angoisses et leurs rêves.
Entre ces murs, c'est le pouls d'une société que vous allez découvrir, mais aussi le rythme infernal d'un service qui ne dort jamais. C'est une pile, là. Une pile avalée, un simple torticolis, de la réanimation d'urgence. À l'hôpital Robert Debré, tous les enfants sont soignés et rassurés. Voici l'incroyable histoire de ces sauveurs d'enfants. Au SAMU pédiatrique, ce téléphone rouge rythme les journées. Oui. Sa sonnerie déchire souvent le calme de la nuit. Il est 22h, voici le docteur Natalia Pinto da Costa. Cela fait 12 heures qu'elle est de garde, mais pas un signe de fatigue. Peut-être convulsion 2 ans, vomissement, L'appel concerne une petite fille, c'est sa mère qui a donné l'alerte. Temps de trajet ? 6 minutes. La famille Villa, au nord de Paris. D'accord. Sur place, une petite fille affolée. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Personne ne comprend ce qu'elle a. D'un coup, j'ai entendu comme crier. Donc, je me suis avancée vers elle, je lui ai touché le front. Elle était archi brûlante. Donc je l'ai mise sous la douche. Tout d'un coup, elle a commencé à avoir comme des plaques rouges partout. Et les yeux sont partis vers le haut ou pas? J'ai pas fait attention, mais elle a eu un moment de... Comme si elle... Vous aviez l'impression quand même qu'elle était un petit peu présente ou c'était... Non, elle était... Elle vous regardait pas? Ouais, non, comme si... En fait, ce que cherche Natalia avec ses questions précises, c'est savoir si la petite est convulsée ou non. Mais tout ça s'est passé en moins de 2 minutes. Dans la confusion, la mère ne sait plus. Ça va? Ça va mieux? Tu m'as bien fait peur, hein. J'ai alarmé tout le monde, hein, t'as bien vu, hein. Léa m'a fait la plus grande peur de ma vie. Écoutez donc. Vous pensez que c'est pas grave comme ça au premier abord? Ben là, elle a un examen qui est rassurant. D'accord. Voilà, après, c'est pourquoi elle fait de la fièvre, pourquoi elle a vomi. C'est possible qu'il y a pas mal de gastro qui débutent. Enfin, voilà. Et nous l'avons vu, la gastro est très mauvaise cette année. Alors, l'urgentiste veut des examens complémentaires. Oh bah oui, ça, il faut pas le laisser. La petite est emmenée. Regarde papa. Regarde qui c'est. Léa, regarde c'est qui. Au moment de partir, voici le papa qui arrive. Affolée, sa femme qui garde les autres enfants l'a appelé à la rescousse. C'est pas très élevé, mais... L'an dernier, ce SAMU est sorti à plus de 1000 reprises, parfois pour des interventions très graves. Et c'est là, à l'hôpital, que s'arrête leur mission. L'interne de garde prend le relais. Bon, ben je vous laisse alors, on prendra des nouvelles après. Hein? Au revoir. Natalia Pinto da Costa repart pour sa longue nuit. Mais elle ne parle jamais de sa fatigue ou des cas très graves qui ne se sont pas bien passés. Dans le box d'examen, la petite va beaucoup mieux. L'explication de la convulsion semble en fait simple. Le responsable, ce serait le bain que lui aurait donné la maman pour faire tomber la fièvre. Peut-être que la fièvre est descendue un peu trop vite. Et c'est en fait souvent quand la température monte d'un coup ou quand la température descend d'un coup. On est à 2h30 de la crise que là elle va parfaitement bien. D'accord? Ok. Voilà. Selon les médecins, c'est peut-être un début de gastro à surveiller. Mais tout danger est écarté. Elle peut retourner chez elle dans les bras de son père. La salle d'attente ne désemplit pas. Souvent, les parents préfèrent venir directement aux urgences plutôt que d'aller consulter en ville. Les heures sont longues, mais le soin gratuit. Les examens sont effectués immédiatement et les résultats peuvent faire basculer toute une vie. Ce jeune garçon vient d'arriver avec sa mère. Il s'appelle Bilal. C'est bon là? Aujourd'hui, il a pris des médicaments ou pas? Il a pris son insuline, sa dose d'insuline ce matin. D'accord. À 6 unités. Vous savez ce que c'est comme insuline? J'ai ramené la boîte parce que moi je suis perdue. Parce que ça risque de... Sa mère est déboussolée. Depuis quelques mois, Bilal est très fatigué et il a perdu beaucoup de poids. La veille, il est allé chez son médecin traitant. Il lui a décelé un diabète et lui a demandé de se rendre le plus vite possible aux urgences. L'infirmière mesure le taux de sucre dans son sang, 28,9. C'est beaucoup trop, 5 fois plus que la normale. À tout moment, il peut tomber dans le coma. La consultation avec le professeur Mercier commence.
la carapace de Bilal cède. T'inquiète pas, on va essayer de bien te soigner. Hein, d'accord? Alors, En consultant le dossier, le médecin sursaute. Perte de 2 kilos en un 20 mois. kilos. 20 kilos. 20 kilos? En 7 mois. 20 kilos? Oui, 20 kilos. Là, il pèse 35 kilos. Il pesait 55 kilos? Il pesait 55 kilos. Ah bah dis donc, j'aurais besoin de voir sur le carnet de santé, alors. Tu pesais 55 kilos? Bon, d'accord. Ces photos datent de l'année dernière. Bilal est en surpoids, il suit un régime et maigrit rapidement. Personne ne s'inquiète. Cette perte de poids importante est pourtant l'un des symptômes du diabète. Bon, je t'explique. Hein. Il faut qu'on te traite. Ton pancréas qui ne fabrique pas assez bien l'hormone qu'on appelle de l'insuline, on va être obligé de te l'apporter de façon à normaliser le taux de sucre dans ton sang. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que si il n'y a pas suffisamment d'insuline, tu as des modifications importantes qui peuvent aboutir à la longue à te mettre dans le coma et d'être pas bien du tout. D'accord? D'où l'importance de bien te traiter. Avec diplomatie, le médecin vient d'expliquer à Bilal que sa vie allait changer. C'est dur à accepter pour un enfant de 9 ans. Sa mère sent son désarroi et tente de dédramatiser, mais Bilal est triste. Est-ce que tu as des questions à poser? Ah non, 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 pas un petit spleen. Allez, fais-moi un sourire. Allez, c'est bien. Allez, allez, tu te mets comme ça, que je regarde. Hein? Allez, voilà. À partir d'aujourd'hui, Bilal doit se surveiller pour ne pas mettre sa vie en danger. Il va passer 1 semaine à l'hôpital pour apprendre à vivre avec sa nouvelle maladie. Ah ben là, voilà, Laetitia. Le docteur Martinerie, diabétologue, va s'occuper de lui. Un diabète pas diagnostiqué et pas soigné, ça peut être grave. Ah oui. Ouais. Ah oui, si on attend plusieurs jours sans insuline, on peut mourir. Une semaine plus tard, nous allons prendre des nouvelles de Bilal. Il a retrouvé le sourire. Mais ce geste, il doit désormais le faire au moins 6 fois par jour, quelquefois au beau milieu de la nuit, si son taux de sucre n'est pas bon. Sa mère n'arrive pas à s'habituer. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Parce que je me dis, c'est des contraintes. Voilà, il faut se lever, il faut être au taquet. Je déteste tout, je déteste être là, je déteste voir mon fils comme ça, j'ai du mal. Pas simple pour cette mère. Elle s'imagine que c'est elle la fautive. Je culpabilise. Parce que je me dis que Bilal, le fait que j'ai fait un régime alimentaire, je me suis dit, c'est peut-être ça qui a déclenché le diabète. Non, mais ça, je vous l'ai dit le premier jour. C'est pas la faute de maman, c'est pas la faute de papa, c'est pas la tienne. C'est pas parce que t'as mangé trop de bonbons, ça n'a rien à voir. On sait qu'on est prédisposé, on est avec des choses dans notre patrimoine génétique qui dit qu'on sera prédisposé à faire un jour un diabète. Le diabète est une maladie incurable. On est diabétique à vie. C'est important de repérer les symptômes pour le débusquer à temps. Si votre enfant commence à boire beaucoup et à faire beaucoup pipi, il faut aller tout de suite consulter le médecin traitant ou aller aux urgences. Plus on attend, plus ça engage le pronostic vital. Aux urgences de Robert Debré, on diagnostique 5 nouveaux cas de diabète par semaine. C'est beaucoup. D'accord. Depuis longtemps, madame, non? Oui, ça fait pas la fièvre depuis aujourd'hui. Par contre, là, tout ça fait pas mal de temps. À l'hôpital, le poste de l'accueil est la clé. En un coup d'œil, Olivier, l'infirmier, détecte tout cas grave. Il y en a tous les jours, cachés au milieu des petits bobos. Il faut aller voir dans les poussettes et tout ça quand même, parce que des fois ça arrive que les petits fassent des petits malaises dans la poussette sans que les parents s'en rendent compte en fait. En France, il y a pénurie de pédiatres. L'hôpital Robert Debré est situé dans l'Est parisien, un quartier populaire dans lequel les pédiatres manquent encore plus qu'ailleurs. Mais l'hôpital fait face. Pour désengorger les salles d'attente, ces boxes d'accueil sont en fait une gare de triage. Les infirmières ont 10 minutes pour déterminer la gravité de la situation. Ça y est, Nafri Arzoui. C'est vous? Bonjour madame. Vous venez avec nous ici? Cette mère est venue pour faire examiner ses 3 enfants en même temps. Ils n'ont rien, aucun symptôme, mais ils sont quand même reçus.
Normalement, c'est moins de 10 minutes pour évaluer un enfant. C'est pour ça que c'est bien quand on est plusieurs, quand il y en a 3, pour les mettre tout nus, pour nous poser les questions, tout ça. 126, 99. Pourquoi vous êtes venue aux urgences, madame? Parce que je voyais que c'est tout près de moi. J'ai l'habitude de venir ici. Cette mère aux urgences veut donc une simple consultation quasi gratuite. Comme chaque jour, le personnel de l'hôpital tente un peu d'éducation. Quand vos enfants ils sont comme ça, d'accord, qu'ils ont de la fièvre que depuis hier, ce qui est bien c'est de voir un médecin en dehors de l'hôpital. On va vous diriger vers le médecin, ok? Oui. Donc il y a un petit peu d'attente. Ils vont être vus par... Combien de minutes? On peut pas vous dire, madame. Vous avez vu le monde? C'est ça, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Au revoir, madame, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, Yasser. Tu suis maman? Tu vas voir le docteur. Dans ces cas-là, si ce n'est pas grave, on attend son tour. Et ça peut durer très longtemps. Beaucoup viennent aux urgences pour des problèmes bénins. Du coup, les files d'attente s'allongent. Ce vieux monsieur est venu avec sa petite fille qui est tombée. Et il est fatigué d'attendre. C'est un scandale. Ça fait combien de temps que vous attendez? Oh, tous les journées je suis là. C'est facile de donner des ordres comme ça. Je vous donne aucun ordre, monsieur. C'est vous qui avez la responsabilité de la santé de votre enfant. C'est pas moi. Mais tous les journées ici, mais c'est scandaleux ça, non? Depuis quelques années, le recours aux urgences explose alors que la santé des enfants s'améliore. Curieux paradoxe, reflet de notre monde pressé. Depuis des années, le patron du service voit les parents évoluer. Ils viennent parce que l'enfant a de la fièvre. Comment, docteur? Ça fait 1 minute qu'on est ici, il a encore de la fièvre. Ou ils reviennent en disant, mais ce soir, il a encore de la fièvre. Bah oui, la maladie virale, elle ne va pas guérir comme ça. D'un coup d'une baguette magique, la fièvre va s'en aller, la douleur va trépasser. Eh bien non, c'est pas comme ça. Des parents de plus en plus exigeants et pressés avec leurs enfants, le professeur en voit toute la journée. Une petite fille arrive avec son papa. Elle s'appelle Marilou, elle a 2 ans et demi. Le père semble à cran. Depuis 2 semaines, sa fille a de la fièvre. Mais le mal dont elle souffre paraît bien mystérieux. 80. On n'a jamais vu autant de médecins en si peu de temps. Vous avez compté combien? J'ose pas. Mais il y en a eu beaucoup. Ouais. Et à chaque fois, c'était... Il y avait quand même un point d'interrogation. Il n'y a pas eu de réponse. Bien. Alors... Ils ont fait donc analyse d'urine, il n'y avait rien. Analyse de sang, il n'y avait rien non plus. Il y a aussi une radio des poumons et une échographie cardiaque. En vrai, ils ont fait la totale. Loin de le rassurer, tous ces examens médicaux ont augmenté le désarroi du père. Le professeur Mercier examine l'enfant et ce qu'il décèle ne va pas du tout plaire à ce papa angoissé. Je vais juste regarder un tout petit peu la gorge. On peut dire que les choses vont mieux, se doutant qu'elle a 37,5 ici aux urgences. Attendez. Hier soir, elle avait 39,2. Pour moi, 39,2, c'est de la fièvre. Oui, okay. À 17h15. Heureusement, votre femme l'a bien marqué. Oui, d'accord. C'est-à-dire... Là, vous êtes en train de me dire qu'elle a sûrement attrapé un virus. Oui. Ça fait quand même une bonne dizaine de jours que mon enfant a de la fièvre. Vous ne savez pas ce qu'il y a pour l'instant. Monsieur, vous êtes inquiet. Je ne suis pas magicien ni devin, je ne suis pas Allah ou Vishnu la paix. Par contre, j'essaye de raisonner objectivement. Je peux vous dire, c'est que si on prend sa température, à mon avis, à partir d'aujourd'hui, de demain, il n'y aura plus de fièvre. Le professeur Mercier est catégorique. Ce n'est qu'une petite grippe. Il y a une intolérance de plus en plus croissante de la population à la maladie. Ce que vous étiez venu chercher ici, c'était d'être rassuré, de vous à moi. Oui. Je n'ai aucune inquiétude pour la santé de votre enfant. D'accord ? Des pères et des mères angoissés, c'est le lot quotidien des urgences, pris d'assaut par des parents, qui ont parfois du mal à faire la différence entre une urgence réelle et celle qu'ils ressentent. Il faut qu'on nous laisse le temps de nous occuper des vraies urgences, parce qu'il y en a quelques-uns, mais qui sont noyés au milieu d'un fatras de choses qui sont... Heureusement, je suis ravi de vous dire ça. D'accord ? Voilà. Le médecin a vu juste. Marilou et son père ne sont pas revenus aux urgences. Mais l'intuition des parents peut s'avérer aussi la bonne. Parfois, ce sont eux qui sauvent la vie de leur enfant. On va
recevoir un SAMU, un petit enfant qui présente un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça peut être grave. L'équipe est prête. Au dehors, le SAMU se ferait un passage dans les embouteillages. La sonnerie du déchocage annonce un cas grave. Sur le brancard, enseveli sous un duvet bleu, un jeune garçon de 8 ans. Le médecin du SAMU passe le relais. Et la maman a vu qu'il marchait mal et puis il est tombé 2 fois de suite. Puis après, au bout d'un moment, elle s'est bien rendu compte qu'il bougeait plus le côté droit. La SAT est normale ou pas? La SAT était normale. Cet enfant est trisomique. Tout le côté droit de son corps ne répond plus. Il est en train de glisser dans le coma. Bertrand. Je sais pas, ce que vous voulez. Bertrand. Bertrand, allez, faut pas s'énerver. Surtout, le maintenir éveillé pour ne pas le perdre. Le temps est compté, chaque minute lourde de sens. On est dans les 4 heures après une suspicion d'AVC. Donc il y a le sang qui n'arrive pas à circuler dans le cerveau. Donc le cerveau n'est pas nourri parce qu'il y a probablement un bouchon, donc un thrombus. Et si on est dans les 4 heures, on peut éventuellement, si on arrive à repérer bien la zone, éventuellement le déboucher. L'équipe soupçonne un accident vasculaire cérébral, mais il faut le vérifier rapidement. L'enfant est conduit en urgence dans la salle d'IRM pour passer une radio du cerveau. Il n'y avait pas de place dans le SAMU pour la maman. Elle vient juste d'arriver. Elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. C'était une matinée ordinaire. Je partais à l'école et puis je me suis sentie mal. Donc, au début, je pensais que c'était juste une gastro ou quelque chose comme ça. Il y avait un problème de digestion et puis après, j'ai vu qu'il commençait à avoir ne plus ressentir d'un côté. Il avait plus de mouvement d'un côté. Donc du coup, j'ai appelé tout de suite et puis j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. La maman a eu le bon réflexe en appelant tout de suite le SAMU. Réagir vite est crucial en cas d'AVC. Une véritable course contre la montre s'engage. Donc, il y a le côté gauche, il y a beaucoup de blanc, là c'est les artères. Côté droit, par contre, il y a beaucoup moins de blanc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche le sang de passer. Okay. Ce que vient de dire Luigi à la maman avec délicatesse, c'est que le cerveau de son fils n'est plus irrigué. Les médecins ont 4 heures, sinon les dommages seront irréversibles. Le temps presse, mais Bertrand ne peut pas être opéré sur place. Du coup, ils vont le renvoyer sur la fondation Rothschild. Ils vont essayer de retirer le caillou s'ils peuvent. L'enfant est transféré car Robert Debré n'a pas la structure pour prendre en charge ce genre d'accident cérébral. On n'attend pas les images en fait. C'est bon. Tout vient de se jouer, le diagnostic est posé, la prise en charge assurée, le délai vital n'a pas été dépassé. Bertrand a de bonnes chances de s'en sortir. Mais la majorité des enfants victimes d'AVC gardent des séquelles importantes. Aux urgences, les pathologies lourdes alternent avec les petits bobos du quotidien. Ici, on soigne tout. Un bébé tombé de la table à langer, un petit frère griffé par le grand, du produit vaisselle avalé, un doigt coincé dans une porte. C'est la spécialité de Mahmoud, médecin urgentiste tout-terrain. Je jouais avec mon frère et j'essayais d'entrer dans sa chambre et il a claqué la porte. Et le bout de doigt est tombé. Rien, c'est dans un pot stérile. Et c'est quoi? C'est le bout du doigt. La maman a ramassé le bout de phalange coupé. Avant de le mettre dans la glace, elle l'a d'abord enveloppé dans un sac plastique. C'était le bon réflexe. Il faut l'opérer, madame. Hein. On a envoyé le petit morceau là au bloc opératoire. Okay. Finalement, le morceau de doigt ne sera pas utilisé. Le chirurgien se contentera d'étirer le doigt pour combler le bout de phalange. Après l'opération, il sera comme neuf. À quelques kilomètres de là, une jeune fille participe à une compétition de judo. Sa mère filme le combat. C'est l'épaule qui a pris. Aussitôt, elle est transportée en ambulance à l'hôpital Robert Debré. Sa mère dédramatise avec son smartphone. La petite a mal. Effectivement, l'humérus, l'os du bras, est cassé. On n'opère pas, madame, ce type de fracture. On est pour 6 semaines, madame, d'immobilisation. Pas de passage au bloc pour Manon, mais Mahmoud va repositionner l'os. J'ai peur. Mais non.
T'es courageuse. Monsieur. Ça va chérie? Ça va? Ça va faire mal, Manon le sent. Pour atténuer la souffrance, elle respire du gaz hilarant. Bien l'évacuer, d'accord? C'est très très important. On te positionne bien le bras. T'as quel âge, C'est très madame? très important. T'as quel âge? T'as quel âge? 11 ans. Respire bien, maman. Elle plane un peu. Pour la ramener des vapeurs du gaz, Mahmoud est ferme. Regarde-moi dans les yeux, là maintenant tu te réveilles, hein, c'est fini. Est-ce que c'est joli ça, ce que je te fais? Tu vas récupérer tout doucement. Pas vraiment. Pas vraiment, t'as raison. 15 minutes plus tard, c'est déjà fini. Mahmoud est appelé. Une autre radio et un objet étrange apparaît. C'est une pile hein, dans le stomac. Les enfants, ils avalent beaucoup des objets, hein, donc il ne faut pas laisser traîner les choses. Donc c'est une urgence. Il était en train de jouer avec son jouet. Donc il a tapé sur le carrelage, le compartiment à pile c'est parti en fait, il s'est cassé. Il a mis la pile dans la bouche. Le temps que j'arrive pour lui retirer, il avait avalé. La pile est déjà descendue dans l'estomac de ce petit garçon. Il n'y a plus rien à faire, juste attendre que ça ressorte par les voies naturelles. On va venir vous chercher hein, pour la radio. Ce petit garçon qui sautille tient son cou d'une drôle de façon. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai mal. Ça fait mal? D'accord. Tu veux baisser ça? Laisse le cou. Ah non, c'est toi qui fais exprès alors. Ah, tu m'as fait ça. Alors relâche-toi s'il te plaît, regarde-moi. Voilà, comme ça. Tu sais que tu peux faire ça? T'es dans quelle classe toi? En CE1. En CE1. Et t'as une maîtresse? Oui. Et elle s'appelle comment? Axel. Axel, est-ce qu'elle est gentille avec toi? Très bien. Alors maintenant, il bouge bien là. Elle a un torticolis, elle était crispée là. Maintenant, on a réussi à. Oui, bien sûr. Tu soulèves la tête parce que je vais te mettre ça. Voilà. J'avais envie de le garder. Bon, ça, c'est pour toi, c'est un cadeau, hein. Bah, tu vas le garder, bien sûr. Merci. De rien. C'est moi. Est-ce que tu écoutes maman, toi? Oui. Oui. Avec les enfants, Mahmoud ne s'embarrasse pas de faux semblants. Il en voit près d'une 50aine par jour. Il est sur tous les fronts. Et c'est étonnant. Ça pulse autour de lui, mais à chacun, il donne la même attention. Ah. D'origine libanaise, Mahmoud travaille jusqu'à 70 heures par semaine. On est loin des 35 heures. S'il enchaîne les heures, c'est parce que son salaire de base ne lui suffit pas. Je pense que c'est le 3 000 €. Mais je gagne ma vie en faisant les gardes. Voilà, chaque garde, ça me rapporte 125 €. Chaque demi-garde, je parle. Sans les gardes, franchement, je m'en sors pas. Hein. Je m'en sortirai jamais sans les gardes. C'est pas possible. Mahmoud fait une quinzaine de gardes par mois, ce qui lui permet de doubler son salaire. Mais avec ce rythme d'enfer, fatalement, il est surmené. Ça me stresse énormément. Mais en même temps, si on a les résultats qui sont positifs dans la journée, il y a beaucoup de choses qui finissent très bien. Et ça nous aide à compenser un petit peu le stress. J'ai vécu des situations dramatiques au Liban. Donc, ce n'est pas un drame travailler dans les urgences. Le stress est beaucoup moins. Voilà. C'est pour ça que ça m'aide à gérer bien le stress. Mahmoud a quitté le Liban et ses guerres pour faire ses études de médecine. Mais s'il est arrivé à Robert Debré, c'est tout simplement parce qu'il est tombé amoureux. J'ai rencontré dans un autobus une femme française, histoire d'amour, une histoire vraiment... j'ai perdu la tête d'un coup et je fais l'enfant avec elle. Et après, j'ai décidé de venir en France quand elle était enceinte. C'est normal, voilà. Et voilà, je suis à Paris grâce à elle. Mais l'hôpital a eu raison de l'histoire d'amour du médecin. Ben bon. Aujourd'hui, c'est un père célibataire. C'est compliqué, hein, parce que qui est la femme qui va nous supporter, nous? Un homme qui travaille tout le temps et avec un enfant aussi, c'est un peu compliqué, oui. Allô, oui? Bonjour. Même lorsqu'il s'accorde une courte pause, il est rattrapé par l'urgence. Vous savez me dire, décrire la fracture, quel stade, s'il vous plaît? Travailler à l'hôpital est un sacerdoce. Il est minuit. La ville dort. L'hôpital travaille. Souvent, les vraies urgences arrivent la nuit.
3 ailleurs. Des ambulanciers viennent de déposer cette petite fille. De la fièvre hier ou non? Elle se tord de douleur. Non. Aya a 40 de fièvre, elle a vomi plusieurs fois. Est-ce que tu peux rentrer le ventre, s'il te plaît? Tu arrives? Non? D'accord. Ok. Je pense que c'est une appendicite, madame, hein, d'accord? Là, il faut l'opérer et ça va se bien passer, madame. Le chirurgien de garde est appelé. Voici le professeur Arnaud Bonnard. Une palpation, un coup d'œil au visage crispé de l'enfant, le verdict est confirmé. Bon, je pense qu'elle a la péritonite, hein, votre petite fille. Hein? Il va falloir l'opérer ce soir, en urgence. Hein. D'accord. Le plus souvent, ça se passe bien. Hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Allez, t'inquiète pas, ma grande. Aya est aussitôt emmenée au bloc. Une appendicite, ce n'est pas grave. Mais avec une péritonite, les choses se corsent. Une infection généralisée peut surgir. L'opération se fait par célioscopie. Par le nombril, une caméra fixée au bout de son long tuyau entre dans le ventre de la petite fille. Voilà, c'est l'appendice. Donc il est malade. Il est malade et perforé, vous voyez. Hop là, vous avez vu le petit trou là? Regardez. À l'aide d'une pince, il sectionne l'appendice. Voilà, donc là il y a du pus partout. L'infection s'est répandue. Avant de refermer, il faut tout aspirer. Ça va? Bon, ça s'est bien passé. Vous êtes le papa? Oui. Oui. Bonsoir, docteur. Enchanté. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Comme prévu, il y avait l'appendice qui était très malade avec du pus, donc une péritonite. Hein, voilà, donc on a retiré l'appendice, on a nettoyé. Voilà. Merci, docteur. À plus tard. La petite Aya restera hospitalisée une semaine. Il est 3 h du matin. Dans les couloirs, tout est calme. Mais c'est la nuit des péritonites. Une autre vient d'arriver. Le chemin vers le bloc, c'est la routine d'Arnaud Bonnard. 11 ans qu'il est chirurgien. Il sifflote en partant opérer. Par le cash, dans cet univers qu'on pense policé. Quand il arrive au bloc, il a ses enceintes sous le bras. Parfois, il opère en musique. C'est sympa, c'est on est de garde, c'est le soir, voilà. Ça me rend plus calme des fois. Je suis assez sanguin comme garçon. Je gueule souvent en fait. Quand les choses vont pas, je le dis moi. Alors, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Souvent ça plaît pas d'ailleurs, mais bon. Et les musiques pour ça c'est bien. Les professeurs de médecine, on les imagine plutôt âgés. Lui n'a que 44 ans. Il a très vite gravi les échelons. Tout a commencé un peu par hasard. Au départ, le chirurgien se destinait à être ingénieur. Mais un stage de fin d'année au lycée fait basculer ses envies. Mon père m'avait mis dans l'idée que je serais ingénieur et que je serais centralien. Je ne l'avais pas contredit, je lui ai dit ok, d'accord. Et puis au moment de trouver le stage de professionnel, d'insertion professionnelle, là, bah, Centrale, pour trouver un poste d'ingénieur, enfin c'était un peu difficile. Donc ils m'ont dit, bah écoute Arnaud, on n'a pas grand chose, on a une place dans un hôpital, dans un bloc opératoire si tu veux. Alors, je dis ah bon, c'est bizarre, quelle idée. Et je dis bah, ok, j'y vais. Et puis alors là c'était génial, génial. T'es pas fiché. Entre 2 opérations, les équipes de nuit jettent un coup d'œil à la télé. Le monde de l'hôpital fascine le grand public et les séries médicales cartonnent. Tu m'as fait retourner au bloc. Ce soir, une production américaine. De fringants médecins sauvent des vies entre 2 coucheries dans une salle de garde. C'est vrai qu'ils sont tous beaux là-dedans. Ouais. Pas de pression. Les blouses sont propres, dans un monde idéal. Votre vie ici, ça ressemble pas aux séries? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, y a qu'à regarder, quoi. Regardez-nous, quoi. Ça ressemble pas trop à ça. Hein. La réalité est moins glamour. Beaucoup de stress, peu de sommeil. Et une absolue vérité qui fait souvent mal. Pourquoi vous avez choisi les enfants? Ça pose des questions et ça pose les questions justes. Et ça va droit au but. C'est-à-dire que quand ils ont envie de savoir quelque chose, ils le demandent, quoi. Parce que je vais mourir, des fois. Ils vous demandent. On essaye de lui répondre franchement,
mais avec des mots appropriés, pas forcément directs. On va pas lui dire oui, et on lui dira pas non non plus. C'est pas binaire, quoi, comme réponse. Il y a 15 jours, ce petit garçon est arrivé à l'hôpital très malade. Il s'appelle Yacine, il a 13 ans. Un simple test sanguin et le coup près est tombé. Une leucémie aiguë. Depuis, il vit dans une chambre stérile. Voici sa mère, Kalassima. Tous les jours, le même rituel. C'est pour protection, c'est pour sang bien. Il n'est pas très en forme. L'état de Yacine est préoccupant. Fragile, il n'a plus de défense immunitaire. Aucun microbe ne doit pénétrer dans la chambre. Sa mère ne peut pas le toucher, sauf avec un masque et des gants. Il faut qu'il soit fort. Mais on a confiance. Manger, parler, sourire, tout ça demande beaucoup d'efforts à Yacine. Il en est désormais incapable. Comme Yacine, ce petit garçon a été hospitalisé en service d'hématologie pendant plusieurs semaines. Il s'appelle Adrien, il a 10 ans. Aujourd'hui, il est venu avec ses parents dire bonjour aux infirmières qui se sont occupées de lui. Regarde qui est là, Adrien. Ça va, tu vas bien? En forme? Un petit bonjour à maman aussi. Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous? C'était laquelle déjà, ma chambre? Ah bah ta chambre c'était la 13. La 12, c'était elle. Celle-là, là, dans le sas de... Par contre, il y a quelqu'un. C'était elle. Adrien se souvient très bien du jour où il a appris qu'il était malade. C'était le 3 janvier 2011. J'avais des rhumes, des machins, des otites, Une otite, une rhino. J'ai eu plein de trucs à la suite. Donc on allait voir des médecins. Un jour, comme j'étais super fatiguée en fait, je pouvais plus marcher. On est allé faire une prise de sang au laboratoire. Et après, on est allé chez le médecin. Le médecin, il nous a dit aller en urgence à l'hôpital. Parce qu'il venait d'avoir les résultats de la prise de sang. Donc on est allé en urgence à l'hôpital et c'est là que ils nous ont dit qu'il y avait ça. Ça, c'est la leucémie. Une maladie qui se guérit de mieux en mieux, mais qui reste fatale une fois sur 5. Dès que le diagnostic tombe, les parents vivent sur le fil du rasoir. D'un coup, votre vie, elle s'arrête. Votre vie, c'est plus que du présent. Vous apprenez à vivre dans un présent permanent. Les médecins nous incitent à être très prudents. Voilà, je pense que c'est très très dur à accepter ce discours des médecins qui est jamais très optimiste et c'est ce que vous aimeriez entendre, quoi. Vous aimeriez entendre le mot guérison plutôt que rémission. Ils vous l'apprennent aussi à pas être trop optimiste. Adrien et Yacine ont subi plusieurs chimiothérapies, mais ils ne sont pas venus à bout de leur leucémie. La seule solution pour les sauver, une greffe de moelle osseuse. Le professeur Dahl dirige en ce moment ce service. La greffe, c'est toujours une histoire compliquée. Elle est possible lorsque malade et donneur ont le même patrimoine génétique. Pour ça, on cherche d'abord au sein de la même famille. Les chances d'être compatibles avec ses parents sont nulles. Vous êtes identique à moitié avec votre père, à moitié avec votre mère. Par contre, la recombinaison génétique entre papa et maman fait qu'un enfant sur 4 au sein d'une fratrie va être compatible avec son frère ou sa sœur. C'est de la loterie, c'est vraiment de la loterie génétique, c'est de l'allocation au hasard. Adrien a 2 petites sœurs de 5 et 7 ans. Elles n'étaient pas compatibles avec lui. Il a donc fallu trouver un donneur volontaire. Mais les chances de compatibilité ne sont que d'1 sur 1 million. Adrien a eu cette chance. Il a été greffé il y a 1 mois et demi. Samuel est arrivé un matin par avion, mais c'est à peu près tout ce qu'il sait. En France, le don est strictement anonyme. C'est quasiment rien. On sait juste que c'est un homme, et voilà. Et dans ta tête, tu l'imagines qui ressemble à quoi? Grand. Grand. Et alors, blanc, noir, jaune? Je sais pas, ce serait plutôt quelqu'un d'américain. C'est peut-être Barack Obama. Hein. Si ça se trouve, c'est Barack Obama. Oui. Donc merci, monsieur Barack Obama.
comme je connaissais Avec le tout monde, recul, la mère d'Adrien est soulagée que ce soit un donneur anonyme. De vrai, je connaissais personne. Après coup, je pense que c'était pas plus mal que les filles n'aient pas été intégrées dans cette histoire-là. Parce que de toute façon, toi Adrien, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus, parce que tu as réagi quand je t'ai parlé de ça. Je voulais pas que ce soit mes sœurs qui donnent leur moelle. Parce que déjà, ma sœur, dès qu'on lui fait une petite piqûre, elle pleure. Souvent, les greffes intrafamiliales posent tout un tas de questions existentielles. Donneur dans la fratrie, c'est compliqué parce qu'il est non pas forcé, puisqu'il peut exprimer son refus et ne pas le faire, mais chez les enfants, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Ça n'arrive pas que les enfants disent non. Ils peuvent dire une fois non, mais une fois qu'on se réexplique, finalement, ils disent toujours oui, mais avec parfois une pression parentale évidente, parfois une pression parentale qui est beaucoup plus diffuse, mais qui existe. Enfin, puis il y a la pression de l'amour, il y a la pression de tout ce qu'on veut, mais il y a des pressions. Paris, 8h du matin. Dans le métro, Samia, la petite sœur de Yacine. Elle est compatible. Demain, sa moelle sera prélevée. Sûrement beaucoup de questions se bousculent dans sa tête, mais ce matin, Samia n'a pas envie de parler. Demain, elle va tenter de sauver la vie de son frère. C'est la première fois que cette petite fille entre dans un hôpital. Sa chambre est à quelques pas de celle de son frère, juste au bout du couloir. Mais ils n'ont pas le droit de se voir. Yacine doit rester protégé de l'extérieur. Seule sa mère peut s'approcher de lui. Dans ce service, les enfants vivent dans une bulle. C'est un monde à part. Cette infirmière travaille ici depuis 1 an. Elle s'appelle Sophie. Certains jours sont plus durs que d'autres. On a des moments où on est triste, mais dans la majorité des cas, on est toutes souriantes. Mais je pense que parfois, oui, on se cache derrière ça parce qu'il y a les apparences qui comptent beaucoup. Souvent, on nous dit « Ah, mais comment tu fais ? Moi, je pourrais pas. » Enfin, moi, je l'ai entendu mais plein de fois, mais t'as un cœur de pierre. Ben non, j'ai pas un cœur de pierre, mais en même temps, ces enfants-là, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'infirmières. Et comme je vous disais tout à l'heure, pas d'infirmières qui arrivent en larmes parce que oh, ben voilà, on t'a annoncé une leucémie, oui, tu vas peut-être mourir. On peut pas être comme ça, c'est pas possible. Parce que alors là, déjà, les parents vont pas bien, l'enfant va pas bien. Si nous, on est pareil, on fonce dans le mur. Juste après la réanimation, l'hématologie est le service où les enfants meurent le plus à l'hôpital. Moi, par exemple, j'ai un petit garçon qui est décédé vraiment avec... Je m'étais beaucoup attachée à lui. Ça a été très, très difficile au moment de son décès. Et au fur et à mesure, j'ai fait, entre guillemets, mon deuil à moi aussi, parce que les parents, il faut qu'ils fassent leur deuil. Et bien sûr que notre deuil à nous, c'est rien du tout par rapport au deuil des parents. Mais nous aussi, on a besoin de faire le nôtre. Le don que s'apprête à faire Samia n'est pas anodin. Elle a rencontré un comité d'experts. Ils lui ont expliqué ce qu'est une greffe et se sont assurés qu'elle était bien d'accord. Là, j'avais pas bien compris quand ils ont dit donner ma moelle. Parce que je savais pas que c'était quoi une moelle. Et après, ils m'ont expliqué c'était quoi une moelle. Et après, là, longtemps après, j'ai compris. Après, là, j'avais peur. Et maintenant, aujourd'hui, t'as peur ? T'as encore peur ? Ouais. J'ai peur un petit peu que ça fasse mal et j'ai peur que ça marche pas. Moi, je veux que ça marche. C'est une énorme responsabilité pour une petite fille de 9 ans. Le chef de service vient la rassurer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Samia. Bonjour, je suis le professeur Dahl. La loi autorise le prélèvement sur un mineur uniquement s'il n'y a pas d'autre alternative. On va te prendre un petit peu, et lui ça va faire beaucoup dans quelques semaines. Et c'est ça qu'on t'a demandé de bien vouloir faire. Tu as l'impression d'avoir compris ? Oui. Oui. Bon, super. Et est-ce que tu es d'accord ? Oui. Bon. À la fois d'abord on te remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
d'avoir dit oui, parce que c'est extrêmement important, et c'est extrêmement courageux de ta part. Yacine est atteint d'une forme de leucémie rare chez l'enfant, très agressive. Cette greffe est sa dernière chance. Demain, le grand jour, Yacine. C'est demain tout l'espoir et demain. Pour moi qui est malade, on va remplacer ça de Samia. Tout se passe demain après. C'est bon? Pour Yacine et sa mère, le temps s'est suspendu jusqu'à demain. Mais à l'accueil, ça ne s'arrête jamais. À l'hôpital Robert Debré, près d'une centaine d'ethnies se côtoient. Beaucoup sont originaires d'Afrique ou du Maghreb. Quelquefois, ils viennent de beaucoup plus loin. Ils parlent ni français ni anglais. Ils sont mongols. Voilà, en plus quoi. Attendez, je crois que j'ai une copine mongole, c'est sûr. Est-ce que j'ai son numéro? C'est pas sûr. En général, on arrive à se débrouiller parce que c'est. Il y a certes, par exemple, ici, il y a quelqu'un qui parle chinois dans l'hôpital, mais il y a des langues vraiment rares. Le problème, c'est la communication avec les parents. Il faut trouver quelqu'un qui s'improvise interprète. Dans ces cas-là, c'est le système D. Dites-moi, je cherche quelqu'un qui pourrait parler mongol sur l'établissement. Mambara, chinois, tout ça on a, mais mongol, je suis pas sûre. Tu parles mongol, toi? Pas du tout. Merde, je pensais. Cet enfant mongol dort dans la rue, en plein Paris, avec ses parents. À force de vivre dehors, sa peau est abîmée. Le SAMU social les a déposés. Ils n'ont pas de prise en charge, ils parlent pas français, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Et dans un autre type d'urgence, mais qui reste quand même de l'urgence. C'est de l'urgence, ça. Souvent, on a affaire à des gens qui, en plus, ne sont pas avec des papiers. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Donc, ils ne viennent pas nous voir d'emblée, ils viennent nous voir quand les enfants sont malades. Cette famille a fui son pays. Elle est entrée clandestinement en France. Depuis, ils se cachent. Ils ne voulaient pas venir à l'hôpital. Mais ils sont inquiets pour la santé de leur petite fille. Bonjour. Personne n'a trouvé d'interprète. Florence, la responsable des infirmières, établit le contact. Comme elle peut. Bonjour, vous parlez pas du tout français? Français. Rien du tout, vous parlez pas du tout français, vous parlez anglais? Le manque d'hygiène et les conditions de vie précaires ont laissé des traces. Mais la santé de la petite n'est pas en danger. Depuis qu'ils sont nés, ces enfants n'ont jamais vu de médecin. Alors, l'interne en profite pour examiner le bébé de quelques mois, qui vit lui aussi dans la rue. Comment il s'appelle? Prénom? Maman. Télévision. Non, Ouais. Ok, for this baby. Le petit bébé va bien. L'éthique de la République oblige l'hôpital à soigner toutes les personnes qui en ont besoin, avec ou sans papier. C'est aussi une question de politique sanitaire. Les microbes n'ont pas besoin de visa pour proliférer. Alors les clandestins sont soignés. Mais dans quelques heures, la famille repartira d'où elle est venue. Dans la rue. Situé dans le nord-est de Paris, l'hôpital Robert Debré reçoit beaucoup de familles touchées par la pauvreté, le chômage et la détresse. Les urgences sont un service gratuit dans lequel le personnel endosse toutes sortes de rôles, au gré des arrivées. 9h du matin, le professeur Mercier est de garde. Cette nuit, une jeune fille a été amenée par les pompiers. Elle voulait mourir. C'est sa première tentative, disons, de suicide. Et elle nous a fait un souk absolument pas possible. Elle correspondait avec sa mère par téléphone portable, par texto et compagnie. Elles se sont engueulées au téléphone, donc ça a continué. Elle s'est mise à hurler, elle voulait fuguer. L'adolescente a 15 ans. Hier, dans la soirée, elle a avalé des médicaments. À son arrivée à l'hôpital, elle était en fureur. Les infirmières ont dû la sangler. On se calme et on essaye pour l'instant de t'aider et pas autre chose. D'accord ? Voilà. Sa mère est à son chevet. Au moment du dîner, elle a découvert sa fille inconsciente dans son lit. Le contexte familial est difficile. Le père est malade. L'adolescente ne supporte plus l'ambiance à la maison. Sa mère essaye d'engager le dialogue.
Quand tu fais un geste comme ça, c'est pour qui? C'était dans quel but? Tout m'a saoulé. Donc, est-ce que tu crois que pour cet homme qui est ton père, ça vaut le coup de toi, qui n'a que 15 ans, de mettre ta vie en l'air? C'est ambiance là. C'est un fou. C'est très compliqué parce que de partir, ils seront soulagés, mais m'en voudront de laisser un homme seul, je le sais bien. Et de rester, ils m'en veulent de les laisser dans une cellule avec un homme fou. Vous voyez, que ce soit cette solution ou l'autre, dans les deux cas, on m'en voudra. Un choix impossible pour cette mère épuisée. Elle porte sa famille à bout de bras. L'hôpital ne peut pas faire grand-chose pour elle. Sinon, lui donner l'adresse d'un centre spécialisé pour ados en détresse. On a de plus en plus de problèmes existentiels, des problèmes de société, des problèmes de violence. Le nombre de consultations aux urgences n'a fait qu'augmenter au fil des années. Mais le nombre d'enfants pour des problèmes, j'allais dire, psychologiques ou psychiatriques, plutôt psychologiques, on va dire, ou psychologiques et sociologiques, n'a fait qu'augmenter. Minuit. Alors qu'il partait, le professeur Mercier est intrigué par un ado échoué là, dans la salle d'attente désertée. C'est-à-dire que c'est toi qui es venu tout seul? Oui, je suis venu tout seul ici en fait. Parce que moi, il y a mon frère qui est... Bon, écoute, on va voir. Viens avec moi, hein, d'accord? C'est inhabituel aux urgences pédiatriques. Installe-toi là, sur la chaise. Hein. Ils sont au courant, tes parents, que tu es ici ou pas? J'ai maman, oui. Mais... Tu lui as dit, je vais à l'hôpital. Je lui ai dit que c'était critique, il fallait que j'aille. Mais elle n'a pas eu envie de t'accompagner? Non. Nous appellerons ce jeune garçon Sébastien. J'arrive plus à trouver le sommeil. C'est peut-être l'accumulation du stress, peut-être. La démarche de l'adolescent est surprenante. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à venir un samedi soir aux urgences? C'est que vraiment que ça va pas du tout, sinon je serais même pas venu carrément. Parce que dans ma tête ça va mal, c'est dans ma tête que je suis pas bien. C'est bazar là. Ouais, c'est un peu... c'est troublé hein, dans ma tête. Le fait que je dors pas assez, déjà, ça me perturbe. Et ta maman, elle a quel âge? Les insomnies et les angoisses de Sébastien ne relèvent pas de la pédiatrie générale. Non. Mais confronté à ce mal-être, le professeur Mercier s'improvise bon père de famille et pédopsychiatre. Tu vas en classe ou pas? Non, j'ai arrêté l'école depuis l'année dernière, comme ça. Donc tu vas pas à l'école? Non. Tu fais quoi dans la vie? Pas actuellement rien, mais... Tu vas pas rester comme ça à broyer du noir, hein? Non. Il y a ce qu'on appelle une consultation de pédopsychiatrie. Lundi matin à 9h du matin, comme tu habites à côté, tu reviendras lundi 9h. Aux urgences, on ne peut rien faire de plus pour lui. Sinon, lui prescrire de légers somnifères. Une solution temporaire, faute de mieux. Donc ici. Ça y est? Tout est clair dans ta tête? Ouais. Parfait. Allez, vas-y. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de psychiatre de garde pour différentes raisons. Premièrement, les psychiatres n'aiment pas beaucoup d'être en garde. Et deuxièmement, les tentatives d'une garde de pédopsychiatrie centralisée sur l'assistance publique n'ont pas eu de suite. Ça coûte trop cher. Pourtant, les troubles psychologiques des enfants ne cessent d'augmenter. Ados dépressifs, paumés, mal dans leur peau, dans leur époque, ils cherchent du réconfort un peu partout. Assez étonnamment, c'est aux urgences de l'hôpital public qu'ils déballent leur malaise. Face à leur détresse, les médecins ont des moyens limités. Ils conseillent, orientent, mais il n'y a pas de place pour ces enfants. Le risque, c'est qu'ils se perdent. Le lundi matin, Sébastien ne s'est jamais présenté à la consultation psychiatrique. Il est 6h30 du matin. Pour Alix, une longue journée commence. Comme toutes les infirmières des urgences, elle travaille 3 journées par semaine, mais durant 12 heures d'affilée. Moi, c'est un rythme qui me convient parce qu'on fait du coup peu de jours à l'hôpital dans le sens où on fait beaucoup d'heures, donc c'est intensif. Mais au moins, on se lève moins souvent à des horaires difficiles. Jean, basket, Alix a 24 ans. Quand on la croise dans la rue, c'est une jeune femme comme tant d'autres.
Mais Alix a décidé de dédier ses journées à s'occuper des enfants malades. Il y a une pénurie d'infirmières sur le marché du travail. C'est l'une des rares professions qui ne connaît pas la crise. Alors Alix a eu le choix du service dans lequel travailler. Comme premier poste, elle a choisi les urgences. Je voulais un service dynamique où on voyait pas mal de choses, pas mal de pathologies. Et voilà, donc c'était un service intéressant pour commencer, pour se former. Après, moi j'envisage de me spécialiser. Peut-être infirmière anesthésiste. Et puis, moi mon rêve, ça serait de faire du SAMU, des transports, ce genre de choses. Donc on verra pour la suite. Alix aime l'adrénaline et elle boit beaucoup de café pour tenir le coup tout au long de la journée. Il est 7 heures. Elle et ses collègues relèvent l'équipe de nuit. Ce matin, peu d'informations à transmettre. C'est rare. Eh ben bonne journée. Bonne journée. Bon courage et dormez bien. Normalement, Alix et les autres infirmières du service voient une 50aine d'enfants par jour. Mais les soins qu'elle leur apporte, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle imaginait lorsqu'elle a choisi les urgences. On a 80% de ce qu'on appelle des choses pas très graves, quoi, qui pourraient être vues en ville, par exemple. Et pourquoi c'est pas le cas? C'est pas le cas, je pense, parce que les urgences, c'est un service gratuit. Et donc, c'est plus facile de venir aux urgences directement. Parce qu'il y a un manque d'éducation, je pense aussi. On perd, entre guillemets, pas mal de temps sur des choses qui sont pas graves. Comme il y a beaucoup de passages, on aimerait pouvoir avoir plus de temps avec les patients. Et je pense que s'il y en avait moins, effectivement, on aurait plus de temps de qualité avec les parents, les patients. Une prise en charge plus intéressante, c'est sûr, que de faire les choses à la chaîne rapidement, quoi. Il y en a peu qui supportent le rythme des urgences, le turnover est important. Ici, les infirmières restent rarement plus de 5 ans. Voici sa première patiente, Inès, 10 ans. Elle souffre d'insuffisance rénale. Alix doit lui faire une prise de sang. Son truc, distraire, l'air de rien. Et ça va l'école? Bof. Préfère l'anglais, t'aimes bien les langues? Non, détends-toi. Moi, je préfère que tu fasses tout, que tu te détendes. D'accord? Tu penses à autre chose. Et puis, c'est pas la peine que tu regardes. Parce que quand on regarde, ça fait encore plus mal. Tata, je l'ai déjà dit. Allez-y. Est-ce que j'aime bien mon métier? Oui. Je vais faire le même métier, en fait. C'est vrai? Ouais. Depuis petite, en fait. C'est vrai? Ah bah on a une future infirmière. Ben, en fait, j'aimerais bien soigner des maladies, les rassurer. On y va ma chérie, regarde pas. Les rassurer et Souffle. de les aider à pas avoir peur des piqûres comme le fait l'infirmière. En plus, elle est gentille comme infirmière. Très gentille. Attention. Alix ne fantasmait pas sur ce métier. Elle voulait être vite autonome financièrement et travailler dans le corps médical. Infirmière, c'est un bon compromis. Je crois pas que je rêvais d'être infirmière. Quand on est petit, on a des rêves un peu plus grands, j'ai envie de dire, que de l'infirmière. Mais très vite, j'ai envie d'être je voulais être dans cette branche-là, en tout cas. Je voulais soigner, je voulais être dans le milieu médical, donc très vite, c'est venu. Ce petit bébé a juste perdu un peu de poids. Mais aujourd'hui, après leur accouchement, les jeunes mères ne restent que 3 jours à l'hôpital. Beaucoup rentrent à la maison sans avoir pu poser toutes leurs questions. Alors souvent, les infirmières des urgences se transforment en puéricultrices. C'est sympa de pouvoir fouiner un peu, pas avoir que des grands. C'est aussi pour ça qu'on est en pédiatrie. Hein. Bah dis donc, t'es sage, hein. Aujourd'hui, Alix a le temps de faire une pause. C'est dans cette petite pièce que les infirmières s'isolent. C'est ici qu'elles décompressent, qu'elles peuvent sortir de leur rôle. Infirmière, c'est un métier plein de clichés. Sur l'image de l'infirmière, ouais. En général, c'est... On n'est pas nus sous notre blouse. On n'est pas nus sous notre blouse. On n'aime pas particulièrement torturer les enfants, les patients. C'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là. Ce n'est pas non plus pour l'argent qu'elles le font. Vous gagnez combien? En début de carrière, on a une base à 1006. C'est ça qui est aberrant, c'est de se dire que le risque qu'on a et les responsabilités qu'on a sont quand même
pas les mêmes par rapport à notre job et pourtant le salaire ne reconnaît pas cette responsabilité-là, je pense. Si on fait une erreur, dans une boîte, on fait perdre des centaines d'euros, mais on ne tue pas quelqu'un, quoi. Comment on vit avec 1600 € par mois quand on est à Paris? C'est un peu rock'n'roll. C'est un peu rock'n'roll, oui. Bah, il y a pas mal de colocs. Ouais. Et puis bah après, faut être en couple et puis ça aide. envie de choper quelqu'un et ça qui partage un appart. Partager un appart, voilà. Ça aide. Ou vivre loin, non, de l'hôpital? Ou vivre loin de l'hôpital, ouais, il y en a qui font ça. C'est clair, les filles qui viennent du 77 ou des Yvelines, tout ça. Hein? Ça fait... C'est ton cas? Ouais. Tu mets combien de temps pour venir au bureau tous les jours? Au transport, il y a 1 heure, 1h30. Pour arrondir leur fin de mois, certaines infirmières effectuent des gardes dans d'autres établissements, en plus de leur travail à l'hôpital. C'est interdit, mais elles n'ont pas le choix. C'est un sujet qui revient souvent et c'est vrai que, par exemple, quand on est mère célibataire, je pense qu'arriver à un moment donné, c'est juste pas possible, quoi. Mère célibataire avec un enfant à l'école, donc forcément il y a une nourrice avec les horaires. Enfin, ça vient vite, quoi. Ça monte vite et c'est... Voilà. Il y a des événements récents qui font qu'en plus, nous... généralement, les gens évitent maintenant en ce moment. Les événements auxquels Alix fait allusion, c'est le cas d'une de ses collègues, contrainte de démissionner il y a 1 mois. Nous l'avons retrouvée, nous l'appellerons Léa. Elle travaillait aux côtés d'Alix. Elle est infirmière depuis 10 ans et a fait toute sa carrière à l'hôpital Robert Debré. Un matin, une lettre de l'hôpital la convoque. Elle veut savoir ce qui se passe. Je vais appeler la direction pour m'entendre dire qu'il y a une dénonciation anonyme qui précisait que j'effectuais des vacations dans un hôpital privé de Paris, que c'était illégal et qu'ils avaient l'intention de prendre une sanction disciplinaire par rapport à cette activité. Dès le départ, je n'ai jamais nié. Léa passe alors devant un conseil disciplinaire. Pour ne pas être radiée de l'ordre des infirmières, elle négocie son départ. Nous nous sommes procuré un rapport commandé par le ministère de la Santé. Le cumul de travail est donc un secret de polichinelle. Ce document révèle qu'en région parisienne, 1 salarié sur 3 serait concerné. Pour payer son loyer et élever ses 2 enfants, Léa cumule 3 gardes par mois dans un établissement privé. Chaque garde de 12 heures lui rapporte 220 € supplémentaires. Et l'autre hôpital, du coup, où vous faisiez ces vacations, Oui. ils étaient au courant que vous Ah aviez... ben oui, ils sont au courant. Quand on est embauché avec notre numéro de sécu. C'est illégal. Tout est déclaré, c'est illégal, mais les impôts, on paye des impôts sur ces vacations. Au niveau de la caisse d'allocation familiale, on les déclare. Quand on voit la plupart du personnel des cliniques, c'est la plupart du personnel du public qui font des vacations. S'il n'y avait pas ce personnel, je ne sais pas comment tiendraient les cliniques. Le rapport confirme que les directions des hôpitaux publics ferment les yeux en raison du manque de personnel qualifié. Les médecins, eux, sont autorisés à cumuler les vacations et à entretenir une clientèle privée en plus de leur poste à l'hôpital. Une politique de 2 poids 2 mesures que les infirmières ressentent comme une injustice. Ils gagnent plus que nous, ils ont le droit de travailler ailleurs. C'est bien qu'ils puissent travailler ailleurs, mais que dans ces cas, la loi soit la même pour tout le monde. Léa a rapidement retrouvé un emploi. Aujourd'hui, elle est responsable d'un centre pour enfants. L'hôpital, pour elle, se limite à la crèche du personnel où son fils est encore gardé. Quand elle vient le chercher, elle ne passe pas aux urgences saluer les anciens collègues. Parmi eux, il y a peut-être celui qui l'a dénoncé. Dans la nuit, le SAMU fonce. À son bord, un bébé de quelques heures. L'accouchement s'est mal passé, c'est un prématuré et sa respiration est anormale. Il faut faire vite. Le professeur Bonnard est de garde. Le bébé arrive au bloc. Ce bébé s'appelle Mathias. Il n'a que 10 heures de vie. Il pèse 1,3 kg. Il est né à 7 mois et demi et sans ce gros tuyau vert, il ne peut pas respirer. Il est né avec une malformation de l'œsophage. Donc il n'a pas de
Son tuyau donc, qui va de la bouche à l'estomac n'est pas continu. Le développement s'est arrêté. Mathias ne peut pas respirer, il ne peut pas se nourrir non plus. Ce type de malformation est très rare. Pour sauver Mathias, il faut opérer tout de suite. Et le mot d'ordre du chirurgien à ses équipes est clair. C'est one shot, hein. T'as pas le droit à l'erreur sur celui-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à farfouiller dans l'œsophage, passer un point, déchirer, machin, etc. Quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est one shot. Quoi. Le pronostic vital dépend beaucoup du poids du bébé. Mathias est tout petit. L'intervention s'annonce délicate, il faut d'abord trouver l'œsophage. Donc le cul-de-sac inférieur est là, juste là. Sur un aussi petit bébé, il est minuscule. Maintenant qu'il est trouvé, il faut relier les deux parties de l'œsophage. Chaque geste est délicat. Ne pas prendre l'œsophage de façon intempestive dans la pince. Hein. Ouais. Donc là, on a repéré la malformation de l'œsophage. Tout se passe bien. Mais soudain, Arnaud Bonnard devient nerveux. Et je vois rien, moi, j'ai pas de la lumière. Oh, j'ai des soucis, ça passe pas. Et puis on recommence. Aspiration. Le travail d'orfèvre reprend. Au bout de quelques minutes, l'œsophage est raccordé. Tout le monde se détend. C'est bon? Nickel. La suture a l'air de tenir. C'est bien quand c'est fini et que ça s'est bien passé. Voilà mon doudou. À peine terminé, il va annoncer la bonne nouvelle aux parents. Voici le père de Mathias. Il a suivi le camion du SAMU. Il est avec sa sœur. Sa femme, elle est toujours en banlieue parisienne, dans l'hôpital où elle vient d'accoucher. Allez, asseyez-vous. Et ça s'est très bien passé. On a eu suffisamment de tissu, ça n'a pas déchiré, etc. C'est une bonne réparation. Donc j'ai confiance sur la cicatrisation. Donc c'est des bonnes nouvelles. Alors, encore une fois, il est à 32 semaines. Donc c'est un bébé, c'est un prématuré. Il va falloir y aller doucement. Mais en tout cas, il a passé la première étape. Et ça, c'est pas mal. Voilà, vous allez aller pouvoir rassurer la maman. On va le suivre maintenant. Voilà. Allez. J'arrête parce que sinon je vais pleurer. Arnaud Bonnard est père de famille. Il se met souvent à la place des parents qu'il rencontre. Et parfois, il lutte contre la distance que lui impose sa blouse blanche. Moi, quand j'ai eu mes enfants, ça m'est arrivé de pleurer avec les parents, quoi. Ouais. Ça, aux États-Unis, on voit beaucoup ça. Ils ont beaucoup d'empathie, les Américains, vis-à-vis de ça. Les médecins, ils ont énormément d'empathie vis-à-vis des parents. Ils les prennent dans les bras, ils se hug en permanence. C'est drôle, hein. Et puis finalement, c'est eux qui ont raison. Il faut casser les barrières. C'est pas parce que vous êtes médecin et que vous êtes là pour le soigner que vous n'avez pas le droit de le prendre dans les bras ou pas le droit de prendre les parents dans les bras pour exprimer la même chose qu'eux, hein, de la tristesse et de l'angoisse, parce que vous êtes angoissé aussi, hein, forcément. Pour Mathias, la route est encore longue. Il est transféré dans ce service, la réanimation néonatale. Il est sous assistance respiratoire et une sonde va le nourrir. Dans ce service, les bébés sont surveillés 24 heures sur 24. Parmi eux, de très grands prématurés. Ce bébé, par exemple, on dirait un oiseau tombé du nid. Il est né presque 3 mois avant terme. Il pesait 600 grammes à la naissance. Il y a quelques jours, le professeur Bonnard l'a opéré de l'intestin et du thorax. En général, quand les enfants sont là, on fait en sorte qu'ils puissent rentrer à la maison, qu'ils apprennent à se passer de la machine qui l'aide à respirer. Et puis, il va falloir aussi qu'il apprenne à manger et faire en sorte que son intestin fonctionne correctement. Donc, il y a encore beaucoup d'étapes à passer, quoi. Ces bébés nés aux confins de la vie posent un dilemme. Faut-il tout tenter pour les sauver? Cette question, on se la pose souvent dans ce service dirigé par le professeur Beau. Car ce qui pèse dans cette lourde décision, ce sont les risques de séquelles qui nécessitent parfois une surveillance médicale à vie. En filigrane, ces grands prématurés posent la question taboue du coût de leur prise en charge. Le coût d'une réanimation intensive pendant des jours et des jours est évalué environ à 250 000 à 500 000 euros en fonction de cette durée d'hospitalisation et du degré d'immaturité de ce prématuré. Mais ce qui coûte aussi très cher, c'est la prise en charge ultérieure du handicap, puisque lorsque le handicap est sévère, eh bien c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Et cela pendant toute une vie. En France,
Pour faciliter des décisions impossibles, la loi tranche. On ne réanime pas les bébés de moins de 600 grammes. Il y a une zone grise pour laquelle différents facteurs vont intervenir. Des facteurs liés au poids de naissance, liés aux souhaits et au projet de vie des parents vis-à-vis de leur enfant. Et c'est avec tous ces éléments que l'on va décider ou ne pas décider de réanimer ces enfants. Envers eux, l'hôpital a une obligation de soins. Mais il a aussi, depuis 2009, l'obligation de faire des économies drastiques. Alors comment faire pour concilier les deux ? La notion de rentabilité est quelque chose de, on va dire, à quelques années déjà, et c'est de plus en plus pressant. Ça veut dire quoi de rendre un hôpital public rentable ? Enfin, moi, je ne comprends pas, quoi. C'est devenu une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que les gens rentrent, qu'ils payent, que nous on travaille, qu'on leur offre un soin qui est le mieux possible, qu'ils payent et que ça rapporte de l'argent. Mais que de l'autre côté, qu'on n'en dépense pas. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Enfin, par exemple, un patient qui rentre et qui reste un jour et qui n'a pas été opéré, qui rentre par exemple dans un service de chirurgie pour une surveillance de douleur abdominale, qui n'est pas opéré et qui ressort le lendemain, c'est un patient qui n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'il ne ramène pas d'argent. Le professeur Bonnard ne s'imagine pas travailler dans le privé. L'accès aux soins pour tous est sa grande conviction. Mais il est aussi conscient que c'est le service public qui porte les ambitions. Grâce à lui, il est devenu professeur à 40 ans. Jean-Christophe Mercier a été nommé professeur au même âge. Il y a un grand nombre de sacrifices. J'ai bien conscience d'avoir sacrifié une partie de ma famille, en particulier mon épouse qui m'a suivi. J'ai passé pendant 3 ans de ma vie en garde non-stop. Pendant 1 an, j'étais de garde 1 jour sur 2. C'est-à-dire vous sortiez de garde, vous alliez vous coucher et le lendemain, vous repartiez en garde. Le professeur Mercier dirige les urgences depuis 7 ans. Il est maître chef, mais ce n'est pas un homme d'argent. Vous savez, lorsque vous êtes dans la carrière publique, vous n'avez pas un souci, j'allais dire, de gagner des ponts d'or. Combien vous gagnez ? Je gagne, en tant que professeur de classe exceptionnelle, 4 000 € par mois, à peu de choses près. Voilà. Et puis nous avons une partie hospitalière de l'ordre de 4 000 € là encore, et donc ça fait entre 8 et 9 000 € pour un professeur des universités. Dans le privé, il pourrait gagner facilement 3 fois plus. Let's assume you were right. 10 jours plus tard, c'est le moment de faire un point sur l'état du petit Mathias avec ses parents. La maman est sortie de l'hôpital, mais hier, Mathias a eu une complication. Un petit peu la problématique de ce qui se passe actuellement. Les premiers jours après l'intervention sont très bien passés. Et puis on a vu apparaître effectivement cette bulle d'air autour du poumon qui est donc assez en faveur d'une fuite au niveau de la couture de l'œsophage. On a un risque de complication qui est cette fuite sur ces petits bébés. L'assistance ventilation. Mathias doit rester sous surveillance en service de réanimation. Depuis sa naissance, il n'a pas quitté sa couveuse. Est-ce que tout est fini? C'est quand est-ce qu'il va? On aimerait lui faire un gros câlin. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Depuis 1 semaine et demie, ça nous fait un vide. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des étapes à franchir. Et voilà, le chemin n'est pas tout droit et voilà, il faut franchir ces étapes et puis il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Pas simple d'annoncer de mauvaises nouvelles, mais ça fait partie du quotidien de ces praticiens. Prendre leurs responsabilités aussi. J'avais un maître en chirurgie qui me disait si vous avez une fuite sur les coutures que vous faites, ne cherchez pas des excuses, c'est de votre faute avant tout. Et là, vous supervisez alors? Un peu, forcément, quoi. Forcément. Forcément. Allez, debout. Allez. Le dimanche n'est pas un jour de repos pour le professeur Mercier. Dans son bureau, il travaille les statistiques de son service. Vous voyez que chaque fois qu'il y avait des week-ends, on avait un pic à plus de 300 passages. Et il suffit d'événements extérieurs tels que neige et verglas pour qu'immédiatement il y ait moins de monde. Mais encore plus efficace que la neige, c'est le premier jour des soldes. Un jour, je me suis retrouvé tout seul au milieu des urgences. Je me demandais ce qui se passait. Et on m'a dit, mais monsieur Mercier,
Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Ah, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le premier jour des soldes. Il est 7 h du matin et la salle d'attente est déjà bondée. Bon, alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a, il y a 2 mois, suivi à Beaumont-sur-Oise pour une calcémie élevée. Bonjour tout le monde. Vous êtes levé de bon matin, ce que je vois, hein? La première consultation, c'est cette maman et son bébé de 2 mois. Mettez-vous à l'aise, donnez-moi son carnet de santé et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Ça commence. Allô? Excusez-moi, mais il faut que j'aille voir un enfant qui est là-bas. Bon, je reviens. Hein. Le professeur est appelé dans un box pour un avis urgent. Dans la nuit, le bras de cette petite fille a doublé de volume. L'avant-bras, c'est tout tendu et tout gonflé. Il n'y a pas de fièvre? Non. Bon, écoutez, pour l'instant, on va dire que c'est pas inquiétant, mais il faut qu'on la voie. D'accord? Pas de fièvre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection grave. Retour en salle de consultation. Cette maman est déjà venue cette nuit à 3 h. Son bébé avait 42 fièvres. L'interne a fait une radio et lui a demandé de revenir car les poumons du bébé seraient infectés. Bon, c'est un magnifique pépère, hein, dites-donc votre enfant. Hein? J'écoute comment il respire. Je l'entends parfaitement respirer par le nez. À l'auscultation, il ne trouve strictement rien. Il examine la radio de la nuit. Et vous êtes inquiète, madame? Bah oui, parce qu'il y a pas mal de petites infections au niveau du poumon. Je trouve qu'il est Bon, écoutez, attendez, parce que pour l'instant, il n'a aucun signe respiratoire. Pour moi, c'est une radio qui, dans les limites, est absolument normale. Il n'y a aucun foyer pulmonaire, rien du tout. Et donc, je crains fort que nous ayons surinterprété une radio. Je pense que tout le monde était fatigué. On arrivait, il était 3 h du matin. Cette nuit, les médecins se sont trompés. Ce bébé est en parfaite santé. Ma collègue interne a été obligée de réfléchir. À 4h39 du matin, vous avez l'esprit qui est quand même un peu plus brumeux parce que vous êtes fatigué d'en avoir, ne pas vous être couché. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir aux urgences la nuit? Bah, ça veut dire qu'il faut venir que vraiment pour les vraies urgences et de ne pas crever l'équipe, si vous voulez, pour des choses qui sont complètement inutiles, quitte à des problèmes des urgences. Voilà, alors moi je voulais voir cette petite fille. Voilà, parce que je l'ai vue tout à l'heure. Bonjour madame. Regarde comme c'est beau. C'est la petite fille au bras gonflé. La consultation démarre d'une drôle de façon. Bon, alors vous voyez déjà une chose, c'est que c'est plutôt d'origine allergique qu'autre chose, parce qu'elle se sert de ses mains parfaitement, donc ça les fait pas mal. Donc si vous voulez, on est plutôt rassuré de ce côté-là. Ce petit tour de tourniquet n'était pas juste pour jouer. Il a permis aux médecins d'écarter certaines hypothèses. Est-ce qu'elle prenait un antibiotique dans les jours derniers? Oui. Quel antibiotique on lui a donné alors? Zitromax. Zitromax. Donc elle est sous Zitromax? Tout à fait. Depuis septembre? Tout à fait. Allô? Quand j'ai posé vraiment des questions, son médecin m'a dit que c'est juste pour la protéger, quoi. Pour la protéger des virus à la crèche, le pédiatre de famille a mis la petite fille sous antibiotiques non-stop depuis plusieurs mois. Normalement, Zitromax, c'est 3 jours. Et là, ça fait 6 mois. Il va falloir 20 ans pour qu'on démonte le réflexe antibiotique tout azimut. En pratique, stop Zitromax. Stop les antibiotiques. Et ça va se passer gentiment. Moi, je suis un peu inquiète pour toi. Dans son cabinet, le pédiatre de famille suit l'enfant depuis sa naissance. Lorsque vous êtes installé tout seul, les choses sont quand même un peu compliquées parce que vous êtes complètement pris, j'allais dire, dans la routine et vous ne lisez pas la littérature médicale. Le maître mot en médecine, c'est de savoir dire « je ne sais pas ». À ce moment-là, vous demandez un avis. Mais difficile pour un médecin libéral de dire « je ne sais pas » car il perdrait sa clientèle. Et c'est moins facile aussi pour lui d'échanger des avis avec un collègue au détour d'un couloir. À l'hôpital, les urgences tournent avec une équipe de 12 médecins, 9 internes et 41 infirmières à temps plein. Une concentration de professionnels au même endroit, mais ça ne protège pas de tout. Car en médecine, il n'y a pas de risque zéro et parfois ça bug. Par hasard, Jean-Christophe Mercier entre dans le box de ce jeune garçon qui s'est entaillé le pied. Un coup de pied dans la vitre? Elle t'avait fait du mal, la vitre? Tu t'es énervé, quoi, hein?
Ah, mon pauvre vieux, ben, c'était un peu puni là, hein. Bon, allez. Un rapide coup d'œil au dossier médical et il tique. Ça, c'est la dernière fois. C'est un enfant qui pose plusieurs types de problèmes. Un problème de plaie et un problème cardiaque. Le jeune garçon risquait d'être opéré car sa plaie est profonde. Mais son problème cardiaque interdit toute anesthésie générale. Or, personne n'a transmis cette information capitale. Je suis le chef ici et ce que j'ai apprécié, c'est que le chef, on le prévienne. Mais bon, chacun a travaillé dans son petit coin et ça, c'est... voilà. Ça me contrarie un tout petit peu. Le chef cherche d'où vient le couac. En lisant le dossier, il découvre que c'est un interne qui a oublié de passer l'info. On ne garde pas cette information dans son coin. Donc tout ceci s'organise plutôt que chacun garde dans sa petite poche et dans sa suffisance, finalement, une information importante. On communique. C'est bien compris. Merci. C'est tout. Les urgences reposent sur une gestion précise des dossiers. Le moindre oubli peut être très grave. Si on avait anesthésié, alors je crois quand même que l'anesthésiste qui doit faire une consultation d'anesthésie aurait remonté cette affaire et aurait dit de quoi, etc. Mais si on avait fait les choses sans précaution aucune, le risque est celle d'un arrêt cardiaque. Et donc d'un décès. On aimerait le croire. Mais ces hommes et ces femmes qui tiennent des vies entre leurs mains ne sont pas infaillibles. Parfois, ils avancent dans le noir. La force de l'hôpital, c'est de confronter les compétences et les avis. Et c'est peut-être ça, le meilleur des garde-fous. Nous sommes dans l'ouest parisien, chez Adrien, le jeune garçon qui a été greffé. Depuis que la leucémie de son fils a été diagnostiquée, Agnès travaille à la maison. Après de longs mois passés à l'hôpital, Adrien est enfin rentré. Mais sa mère tâtonne encore pour trouver ses repères. On est très porté en fait par la structure de l'hôpital. Il y a des médecins qui sont là quand on a des questions. On se sent un petit peu abandonné, on va dire. C'est curieux à dire, mais c'est un petit peu le sentiment qu'on a. Salut Poussin. Ouh, Adrien. Ce matin, Adrien doit retourner à l'hôpital pour une visite. Voilà, il va falloir se réveiller mon ange. On va se préparer quand même? Ouais, je t'ai mis tes habits. Emmanuel, le père, est cadre dans l'industrie pharmaceutique. Il a pris sa journée pour les accompagner. C'est un jour important. La famille attend une réponse. Là, ils vont me dire si je peux partir en vacances à la mer ou non. Ça t'aimerait bien? Beaucoup de choses lui sont interdites. Mais à son âge, la guérison passe avant tout par un retour à la vie normale. Et le regard des autres est parfois dur à supporter. Il a souhaité témoigner devant notre caméra, mais à aucun moment il ne nous montrera sa tête nue. Pourquoi tu veux pas être filmé sans casquette? Parce que déjà, il y a quasiment pas d'enfants, trop pas de cheveux et j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Par exemple, quand j'allais au parc, il y a des enfants qui me voyaient parce que parfois je mets ma casquette et parfois elle tombe ou des trucs comme ça. Donc ils se moquent de moi, ils me disent ah petit chauve, t'es moche, voilà. Donc j'ai pas envie qu'ils se moquent de toi. On me dit ça. Aujourd'hui, tout doucement, les cheveux d'Adrien repoussent. On a un peu l'impression d'avoir donné une deuxième naissance à son enfant quand on a vécu des choses comme ça. Voilà, moi quand je suis ressortie de l'hôpital avec lui, qu'on est sorti de longue période d'hospitalisation, c'est exactement le même sentiment quand on sort de la maternité. C'est-à-dire qu'on a un enfant voilà, qui est fragile, qu'on a l'impression d'avoir remis d'avoir remis en vie, quoi. Le docteur Déborah Méran suit Adrien depuis qu'il est arrivé dans le service. Alors, peut-il partir en vacances et aller voir l'océan? C'est de quand à quand l'île de Léron? Ouais, ce serait pas longtemps. On partirait dimanche et on reviendrait jeudi. Ouais, c'est vrai. Oh là là, la fête, hein. T'es content? Ouais.
Amusez-vous bien. Merci. Au revoir Déborah. Au revoir. Au même moment, comme chaque jour, un embouteillage de brancards encombre l'entrée du bloc. Mais ce matin-là, à côté de toutes les opérations courantes, dans un lit, Samia, la petite sœur de Yacine. C'est un grand jour pour elle. Elle va donner sa moelle à son frère. Le professeur Dahl va l'opérer. Samia ne pèse que 35 kilos. La quantité de moelle prélevée ne doit pas être trop importante. Je dois me limiter à ce qui est raisonnable pour Samia et faire avec pour Yacine. Parce que pour Yacine, ce que je voudrais, c'est un maximum de cellules, donc un très gros don. Mais ça, mon souci aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est Samia et c'est préserver Samia. Le prélèvement se fait sous anesthésie générale. Pour atteindre la moelle, l'équipe de chirurgiens doit transpercer les os du bassin de Samia à l'aide de grosses aiguilles. Ils vont remplir 70 seringues en 20 minutes pour obtenir cette petite poche de moelle osseuse. Donner sa moelle à son frère changera le chemin de Samia. Son geste aura des implications parfois insoupçonnées. Ça modifie complètement l'équilibre familial, hein, c'est évident. Ça prend pas, ma moelle n'a pas marché. Ça prend trop, ma moelle l'a rendu malade. Ou à l'inverse, ça prend, ça marche, il n'y a plus la maladie. Je lui dois la vie, tu me dois la vie. C'est grâce à moi que tu es guéri. 2 heures plus tard, Samia est de retour dans sa chambre. Au même moment, la moelle arrive. Merci également. Pour Yacine, il est temps. Mais avant de commencer, il faut s'assurer qu'il n'y a aucune erreur. Comment est-ce que je peux être sûr qu'à un moment donné, une poche n'a pas été inversée avec une autre, une étiquette changée? La seule façon de m'en assurer au dernier moment, c'est de faire ce test dans la chambre du patient. Alors Yacine, là je vais prendre un tout petit peu de ton sang pour vérifier que le greffon peut aller dans ton corps. Donc là, il n'y a pas de formation d'agrégat, donc le patient est compatible avec le greffon. Parfait. La greffe peut commencer. On s'attend à un geste spectaculaire, mais ça ressemble à une simple perfusion. Derrière cet acte, en apparence anodin, on injecte la vie. Tout va bien? Tout le temps de la transfusion de la greffe, du greffon, on reste là, en présence d'un médecin. La transfusion va durer 1 heure et 40 minutes. Pour occuper Yacine, l'équipe joue aux cartes. Non, tu peux mettre qu'un seul, un seul 1. Et à partir du moment où il a deux les mêmes cartes, il peut pas les mettre en même temps? Non. On est en train de faire perdre Yacine. On dirait. Très bien. Pour la mère, la journée est éprouvante. Elle est auprès de Yacine pendant la greffe, mais elle sait qu'au même moment, sa fille aussi a besoin d'elle. À l'autre bout du couloir, Samia est triste. Sophie, son infirmière, la réconforte. Donc ça se passe très bien, t'inquiète pas. Dès que maman est pour elle va sortir pour venir te faire un petit bisou, ok? Je trouve qu'elle s'est un petit peu renfermée sur elle-même, mais je pense qu'il y a le contre-coup de l'anesthésie. Elle sait qu'il y a son frère qui est en train de se faire greffer en ce moment, donc malgré tout, pour elle, elle a une petite pression. Les risques de rejet sont importants. Il faudra attendre un long mois avant de savoir si la greffe a fonctionné et si Yacine est sorti d'affaire. 2 étages plus bas, Luigi vient prendre les nouvelles du petit garçon qui avait eu un accident vasculaire cérébral. Il y a une semaine, tout le monde a eu très peur pour Bertrand. Aujourd'hui, il court dans les couloirs comme si rien ne s'était passé. C'est très très bien ça. Oh, c'est impressionnant hein, comme il a récupéré. Impressionnant. Qu'est-ce que tu fais de beau là? C'est un enfant qui était déjà un petit peu hyperactif, mais là, il est quand même de façon extrêmement importante.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi des séquelles qu'il faut aussi beaucoup prendre en compte, qui sont les séquelles sur le plan du comportement. C'est compliqué de se préparer à l'avance parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc souvent, on est en train on regarde au jour le jour ce qui se passe dans ses habitudes de fonctionner et puis on fait au mieux. L'accident cérébral est un risque auquel on pense rarement chez l'enfant. Tout le monde pense que l'accident vasculaire cérébral, c'est pour les personnes âgées et que c'est pas pour les enfants. Mais c'est pas des choses qu'on a encore enseignées aux parents. Et l'enfant, il va pas dire mon bras il marche moins bien. Il faut le voir, il faut comprendre que le comportement de l'enfant devient différent. Chaque année, en France, près de 1000 enfants font pourtant un accident cérébral. Peu d'établissements ont l'unité spécialisée pour les sauver. À Robert-Debré, c'est en projet. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens. Et dans le service des grands prématurés, comment va Mathias, le petit bébé opéré de l'œsophage? Oui, bonjour. Bonjour, nous sommes les parents de Mathias. Oui, entrez. Vous allez avoir une petite surprise par rapport à hier. Mais oui, Petit bonhomme. il respire tout seul. Waouh. Vous voyez, la machine est éteinte. Mais comment ça change? Je peux voir ton visage maintenant? Psychologiquement, le fait qu'il respire ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour vous. C'est une bonne étape de passer. Hein. Voilà. Mathias n'est plus sous assistance respiratoire. Il a juste une sonde pour s'alimenter. Bientôt, il pourra rentrer chez lui, dès qu'il aura appris à boire au biberon. Là, je crois qu'il rentre, je l'ai collé à moi pendant un mois pour rattraper le temps perdu. Un petit bonhomme. Ah, tu ouvres les yeux? Excellent. Oh, très bien. Un petit champion. Depuis la fin de notre tournage, Mathias est sauvé. Il est rentré chez lui, il a pris du poids et il s'alimente normalement. Il va bien. Sa mère sourit. Yacine aussi, pour la première fois depuis longtemps. Samia est autorisée à lui rendre visite. Le frère et la sœur sont désormais liés par un fil indicible. Ça fait longtemps que ça m'a rêvé de voir Yacine très élevé. Il s'inquiétait beaucoup, plus Samia. Demain, Samia quitte l'hôpital. Dans quelques jours, sa moelle sera complètement reconstituée. Adrien, lui, est parti en vacances. Il nous a envoyé quelques souvenirs de l'île d'Oléron. Ces dernières analyses n'ont révélé aucune trace de cellules cancéreuses. Un mois plus tard, Yacine est toujours dans la même chambre, mais les nouvelles sont bonnes. La greffe a pris. Sa route est encore longue avant de s'arracher à cette bulle coupée du monde et laisser, loin derrière lui, ce drôle de vaisseau bleu.